et bienvenue sur cette première masterclass sur le Human Design que je vais dispenser une fois par mois, tous les jeudis premiers du mois, donc à 20 heures heure de France, de Belgique, de Suisse, enfin, sur ce fuseau horaire-là, et à 14 heures du coup pour les gens qui me suivent ici au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Alors, la masterclass a eu lieu jeudi 1er décembre. Aujourd'hui, on est le 5 décembre et je la réenregistre parce qu'il y avait eu des bugs de connexion et surtout, voilà, au niveau de mon écran, j'avais toutes les photos des gens en fait qui s'affichaient, qui se superposaient sur mon slide. Donc du coup, pour vous, au niveau du replay, ça aurait vraiment pas été joli. Donc celle-ci est réenregistrée. Et pour les prochaines fois, j'ai trouvé une solution pour enregistrer le live différemment. Voilà, alors, je vais tout de suite vous partager l'écran pour avoir accès aux diapos et c'est parfait comme ça. Alors, donc l'objet de cette masterclass, c'est tout simplement pour moi, tous les mois, de partager mes connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre depuis plus d'un an et demi maintenant sur le Human Design, que j'ai appris de différentes manières, de manière autodidacte, avec des formations, voilà, en suivant voilà, des professionnels de ce domaine-là depuis aussi qui sont professionnels depuis longtemps. Donc j'ai emmagasiné beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances et je vais vous expliquer aussi un petit peu après aussi que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon design d'aller, enfin je peux vous le dire maintenant, c'est un de mes profils, d'aller chercher un maximum d'informations, d'être un expert dans mon domaine. Donc ça fait partie de mon profil et effectivement j'ai toujours été un petit peu comme ça dans toutes les choses qui pouvaient m'intéresser. Donc maintenant que j'ai toutes ces connaissances et que je continue toujours d'apprendre énormément sur le Human Design, eh bien, ça fait quelque temps déjà que je vous les transmets. Et j'ai eu l'idée de ce format de masterclass une fois par mois qui me plaît énormément. Et dont le but pour moi et ce qui me plaît le plus au final, c'est de pouvoir interagir avec vous lors de ces masterclass, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi. C'est de partager vraiment en direct avec les gens. Donc voilà par rapport à ça. Donc la dernière fois, le 1er décembre, ensuite, on a pas mal interagi. Ensuite, une session de questions-réponses. Donc, il n'y aura pas, du coup, sur celle-ci, puisque vous avez bien compris que j'étais seule là pour le réenregistrement. Mais voilà, pour les prochaines fois, sachez qu'il y a beaucoup d'interactions et il y a des sessions de questions-réponses par la suite. Alors, pour me présenter, donc moi, je m'appelle donc Émilie Bosso, j'ai 39 ans, je suis maman donc de deux jeunes enfants. Je suis de France, actuellement expatriée au Mexique depuis voilà, plus d'un an maintenant. Voilà, j'ai toujours été un petit peu touche à tout. J'ai toujours été comme ça, multidimensionnelle, passionnée par énormément de choses. Voilà, avec plein de métiers différents, avec des passions à côté, que ce soit du sport ou autre, entrepreneur dans plusieurs domaines. Et comme je vous ai dit, éternelle étudiante. Et donc, il y a un an et demi maintenant, quand j'ai découvert le Human Design la première fois, je me suis rendu compte que, en fait, waouh, tout simplement, c'était ma nature, c'était ma vraie nature, c'était mon profil d'être comme ça, puisque en étant manifesteur générateur, pardon, on est touche à tout et on va pouvoir s'intéresser à plein, plein de choses en même temps. On est vraiment multitâche à fond. Donc 5,1, je vous l'ai expliqué aussi en partie tout à l'heure, il y a une partie vraiment éternel étudiant aussi là-dedans qui se reflète énormément chez moi. Et donc j'ai aussi une autorité émotionnelle que je reconnais fortement aussi chez moi. Et tout ça, je vais vous l'expliquer donc au fur et à mesure de toutes les masterclass. Il y a beaucoup de gens à qui je fais les lectures pour qui c'est waouh, c'est incroyable, mais c'est trop moi, y compris des gens que je connaissais pas du tout avant de leur faire des lectures. Et globalement, c'est vraiment ça. Le Human Design ne va pas forcément être une surprise pour vous. Ça va être plus une révélation, mais surtout, ça va vous expliquer et vous aider à comprendre certains schémas, certains fonctionnements que vous avez, et aussi vous donner des clés et des solutions pour aller au-delà de certains schémas et aussi des clés et des solutions, par exemple, dans votre interaction avec les autres, dans vos manières de travailler, de présenter vos business, si vous avez des business, mais même pas forcément des business, mais tout simplement votre manière d'interagir avec la vie, d'interagir avec les autres. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. Entre autres par rapport à ça. Et pareil, même si c'est pas un secret, en fait, notre Human Design, il aide aussi beaucoup, beaucoup de gens à déculpabiliser sur certaines choses et ça, j'y reviendrai aussi après.
Donc voilà pour moi, je me suis intéressée, comme je vous ai dit, à beaucoup de choses avant. J'ai été sportive assez haut niveau en étant plus jeune. Ensuite, j'ai travaillé dans les assurances. À côté de ça, j'avais déjà créé une première entreprise avec ma sœur dans le homestaging. J'étais passionnée de généalogie, bon bref, de plein d'autres choses aussi. Ensuite, j'ai développé un marketing relationnel pendant plus de 4 ans dans le domaine des marchés financiers, de l'éducation financière. J'adore les voyages. Voilà, je vis maintenant aussi à l'étranger. Donc voilà, c'est juste une courte liste de ce que j'aurais pu vous décrire. Donc voilà par rapport à ça et juste le human design. Donc j'ai rencontré ça un petit peu par hasard il y a donc 1 an et demi maintenant, un peu plus, puisque voilà je suivais une personne et qui commençait à parler du human design et ça a tout de suite attiré ma curiosité. Et donc voilà, je lui ai de suite demandé une lecture de mon human design. Enfin, je lui ai acheté une lecture de mon human design et voilà, ça a vraiment été une révélation pour moi. Et au début, j'avais aucunement l'intention, j'étais à 10 000 lieues de penser d'en faire une activité professionnelle ou autre. Voilà, j'ai commencé à l'étudier pour moi fortement, à regarder ma charte, à l'approfondir, à regarder celle de mes proches, pareil, etc. Et voilà, je me suis pris au jeu, voilà, je suis tombée dedans et j'adore ça. Et voilà, je lis tous les jours sur le Human Design, je regarde tous les jours des choses, j'en parle tous les jours avec mes proches. Et donc, il y a maintenant plus de 6 mois que j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre mes réseaux sociaux. Je communique principalement sur Instagram, Facebook et YouTube actuellement. Et voilà, ça fait 6 mois que j'ai commencé à en parler et que j'ai commencé à offrir mes services aussi au niveau du Human Design. Voilà, donc ça, vous pourrez aller voir quels sont les services que je propose par rapport à ça, mais notamment donc des lectures de Human Design. C'est quelque chose qu'on peut appliquer dans tous les domaines. Le Human Design, ça peut être aussi bien au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre parentalité, au niveau de votre rapport à l'argent, de votre confiance en vous. Enfin bref, en gros, c'est dans tous les domaines. Et je le dis juste, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une problématique pour venir découvrir son Human Design. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait simplement par curiosité et pour essayer encore de mieux me connaître. Alors, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette masterclass. Donc, qu'est-ce que le Human Design? Premièrement, tout à l'heure je vous dis Human Design, Human Design, Human Design. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ne savaient pas du tout encore ce que c'est. Donc, bien sûr, je vais vous l'expliquer. On va voir ensuite les éléments du bodygraph, les différents types qu'il peut y avoir en Human Design, les différentes autorités intérieures et les centres énergétiques. Alors, qu'est-ce que le Human Design? Alors, première question, là, je vous ai mis beaucoup de choses pour les personnes qui veulent faire tout simplement une copie écran. Donc, le Human Design, eh bien, c'est un outil de connaissance de soi. Moi, je l'aime appeler comme ça, même si c'est bien au-delà. Certains disent aussi que c'est la science de la différenciation. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui va être un condensé de plusieurs sciences traditionnelles et modernes. Donc, il y a de l'astrologie orientale et occidentale, il y a le système des chakras indiens, il y a l'arbre de vie de la Kabbale, il y a l'I Ching chinois qui sont à l'intérieur du Human Design, mais c'est aussi combiné avec des sciences modernes, avec l'ADN et l'épigénétique. Donc, c'est vraiment ultra complet. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment séduite dans le Human Design par rapport à d'autres tests de la personnalité que j'avais pu faire auparavant, par rapport même à un bilan de compétences à un moment donné que j'avais fait au niveau de mon travail, c'est que le Human Design, dès qu'on est né et jusqu'à notre mort, en fait, on n'en aura qu'un seul. D'accord? On en a un. Le Human Design, il est défini à notre naissance et il ne changera jamais. Ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas évoluer. Bien entendu, on va évoluer, etc. Mais le Human Design restera le même. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil de développement personnel où les réponses vont être différentes selon l'humeur dans laquelle je suis, selon le vécu que j'ai eu cette semaine-là, etc., etc., etc. Voilà, c'est vraiment impacté par aucun élément extérieur. C'est pas impacté par des émotions ni quoi que ce soit, donc ça reste toujours le même. Donc ça, le fait que ce soit fixe, c'est vraiment quelque chose que j'aime.
Bien sûr, ce n'est pas un élément de prédiction, d'accord? On ne lit pas, c'est pas une boule de cristal, on ne lit pas l'avenir dans une charte de Human Design. Ce n'est lié à aucune religion. Mais voilà, en revanche, le Human Design, en fait, ce que ça va vous apporter, c'est vraiment votre fonctionnement naturel. Comment vous avez été fait pour fonctionner? Euh, quel est voilà, votre flux énergétique? Quelle est votre manière d'interagir avec les autres? Quelle est votre meilleure manière de prendre de décision? Quels sont vos traits de caractère? Enfin, voilà, c'est vraiment hyper complet. Et étudier son Human Design et le connaître et l'appliquer, en plus de tout simplement de votre expérience de vie, voilà, de ce que vous vivez, etc. Ça fait vraiment de vous quelqu'un de complètement unique. Et en fait, c'est ça que j'aime avec le Human Design. Il y a plein de choses que j'aime avec le Human Design, je crois que vous avez compris, mais c'est que sur le papier, on sait tous qu'on est unique. On sait tous qu'on est, voilà, que je suis pas comme ma sœur, que je suis pas comme ma voisine, que je suis pas comme mon frère, etc., etc., etc. On sait tous qu'on est unique. Pourtant, en fait, la société va nous homogénéiser. Euh, que ce soit voilà, depuis notre naissance, en fait, on va avoir des règles en commun dans la société. Au sein de la famille, on va avoir une éducation d'une certaine manière. À l'école, on va nous apprendre des choses d'une certaine manière. Et en fait, dans le travail, d'une certaine manière. J'ai fait du marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, voilà, une des manières d'apprendre, c'est de dupliquer à tout le monde la même chose pour qu'effectivement, ce soit simple et que ce soit un business accessible à tous. Sauf qu'on est tous différents. Donc, euh, vouloir tous faire la même chose de la même manière, avec la même énergie, avec la même gestion du temps, etc., en fait, mais si on y réfléchit, en fait, c'est complètement aberrant. Et en fait, le souci qu'il y a là-dedans, c'est qu'au fil du temps, du coup, on est conditionné par toutes ces règles et par toutes ces choses et qu'on risque de s'éloigner de notre nature profonde. Et donc, il y a des gens, en fait, qui peuvent voilà, se sentir complètement désalignés, ce qu'on va dire. Donc, désalignés, c'est vraiment être loin de sa vraie nature, en fait, de ne pas se sentir en accord avec nous-mêmes, de ressentir régulièrement des résistances dans notre quotidien, des choses qui nous bloquent, des choses, ça, on ne le sent pas, mais on doit le faire, etc., etc. C'est ça le conditionnement. Et le Human Design, en fait, à l'inverse aussi, par exemple, du développement personnel ou de choses comme ça, même s'il y a d'excellentes choses dans le développement personnel, où en général, on va nous ajouter des couches, d'accord? Hop, bah tiens, t'as un problème de confiance en toi, pam, tiens, fais ça en plus. Force-toi à faire ça, lis ce livre, fais ceci, fais cela, hein? Donc il y a des choses très bien encore une fois là-dedans, mais le Human Design, à l'inverse, il va venir alléger, il va venir enlever des couches, d'accord? Et c'est vraiment ça que j'aime aussi avec le Human Design, c'est que à l'inverse de nous alourdir, de nous en rajouter, on va venir vraiment nous alléger et revenir à de la simplicité, à notre vraie nature, afin qu'on se sente parfaitement aligné et avec le moins de résistance possible dans notre quotidien. Alors, premièrement, on va débuter par le commencement. Donc, comment est-ce qu'on peut connaître son Human Design? Où est-ce qu'on peut le trouver? Voilà, comment on le trouve? Alors, le Human Design, vous allez voir, il y a plusieurs formes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est basé sur votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Donc déjà, il faut vous équiper de ces trois éléments-là. Alors, si vous ne savez pas, si vous ne les connaissez pas, donc il y a plusieurs moyens de les connaître. Donc déjà, vous pouvez peut-être demander à vos parents s'ils s'en rappellent. Alors, c'est peu probable, ou alors ça sera une fourchette souvent approximative. Donc, c'est très important de vraiment bien connaître surtout son heure de naissance. En général, la date et le lieu, ça c'est bon, mais c'est l'heure souvent qui va poser plus de problèmes. Donc, c'est vraiment important que ce soit précis. Alors, à une demi-heure près, en général, il y a un petit truc qui change dans le design, mais qui est vraiment pas la chose qu'on va regarder en premier, loin de là. Donc, à une demi-heure près, ça peut aller. Mais sinon, donc en France, pour les gens qui sont en France, vous pouvez demander une copie de votre acte de naissance à votre commune de naissance. Maintenant, ça se fait en ligne. C'est gratuit. Vous êtes né à Aubervilliers. Vous allez sur le site d'Aubervilliers. Vous demandez dans l'état civil une copie intégrale de votre extrait d'acte de naissance et vous le recevrez quelques jours après chez vous avec l'heure exacte de votre naissance. Ça peut être également noté sur les carnets de santé pour ceux qui ont de la chance parce que voilà, c'est pas tout le monde qui le fait.
Mais ça peut être également noté sur vos carnets de santé. Et sinon, après, il peut y avoir, mais ça c'est encore dans d'autres domaines, avoir des appels à l'aide, j'allais dire, à certaines personnes, voilà, comme des sortes de médiums euh, en astrologie, etc. Mais on va essayer de trouver ça autrement dans un premier temps. Une fois que vous êtes muni de ces trois informations-là, je vous invite à vous rendre sur mon site, donc emilybosso.com, et d'aller donc calculer votre charte de Human Design. Et ensuite, vous remplissez le petit formulaire, donc il doit y avoir 7 cases, nom, prénom, heure, date de naissance, lieu de naissance, et ça va vous générer votre charte. Alors la charte, on peut l'avoir sous plusieurs formes. Ça, c'en est une ici qu'on appelle le mandala. Donc là, on voit vraiment la charte au complet avec le mandala, c'est la couronne tout autour, avec ses rayons, etc., tous les chiffres, les signes astrologiques, et à l'intérieur, là, il y a ce qu'on appelle le bodygraph ou alors la charte. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Donc voilà, ça c'était hop sur le site, hop, view your chart. Et ensuite, vous allez avoir votre bodygraph. Donc voilà en fait à quoi ça ressemble. Donc, la plupart de vous, la première fois, on ne s'est jamais vu comme ça, mais c'est vous qui êtes représenté de cette manière-là. Donc, il y a plusieurs éléments à lire à l'intérieur de ce bodygraph. Donc, on appelle ça un bodygraph ou une charte, je répète, mais c'est pas grave. Il y a plein d'éléments qu'on va voir. Alors, je vous explique un petit peu pour résumer, mais on y reviendra, voilà, plus en détail au fur et à mesure des masterclass. Donc, à gauche, vous allez avoir une colonne qui s'appelle Design. Ça va être plus votre partie inconsciente et comment les gens vont vous percevoir. OK? Ça, c'est l'inconscient. À gauche, vous avez une colonne qui s'appelle Personnalité. Et là, c'est plus votre côté conscient et comment vous voyez. D'accord? Donc, à côté de ça, vous avez les planètes. Tac, vous avez 12 planètes de chaque côté. Donc, bon, bref, Soleil, Terre, les nœuds du Nord, nœuds du Sud, la Lune, Mercure, etc. Mais ça, c'est pareil, on y reviendra plus tard. Et à côté, il y a des chiffres. Donc, par exemple, 8. Alors, il y a 8 points quelque chose, 14 points quelque chose. Dans mon exemple, ça, c'est mon design à moi. Là, d'abord, on va tenir compte uniquement du chiffre avant le point. Donc, par exemple, 8, 14, etc., 12, 11. Si les points apparaissent ici, là, dans toutes les planètes, aussi bien du côté conscient que du côté inconscient, c'est qu'en fait, ils sont apparus aussi là, colorés dans votre design. Par exemple, ici, moi, on voit que j'ai la porte 11 qui est encadrée et colorée. Et effectivement, la porte 11, je la retrouve ici, le numéro 11. D'accord? Là, c'est du détail, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Ensuite, là, sur la sorte de bonhomme qu'il y a ici, on a ce qu'on appelle 9 centres. Ce sont les formes géométriques. Donc, on appelle ça les centres énergétiques. On va les détailler tout à l'heure. D'accord? Donc, ça, c'est des centres qui sont les directions de certaines choses qu'on va voir après plus en détail. Et entre chaque centre et chaque porte, il y a ce qu'on appelle des canaux. Donc, c'est les traits, hop, comme ça, qui rejoignent les portes les unes aux autres. D'accord? Donc là, c'est les canaux. Et ensuite, vous avez un petit résumé. Donc, vous avez votre type. Ça, c'est la première chose à laquelle on va s'intéresser. Votre type, c'est votre aura. On va y venir juste après. Donc, ça vous résume un petit peu les informations du bodygraph. Donc, ça vous donne votre type, donc manifesteur générateur pour moi. La stratégie qui est directement liée à son type. Donc, la stratégie, c'est la manière d'interagir avec la vie. Donc, la stratégie d'un manifesteur générateur est de répondre. L'autorité intérieure, c'est la manière de prendre des décisions. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai une autorité intérieure émotionnelle. Pour d'autres, ça va être sacrale. Et puis, ça peut être, il y en a 7 en tout. La définition, donc j'ai une définition qui s'appelle double, on y reviendra. Et le profil, ça, c'est plus les attitudes, comment vous allez vous comporter dans la vie. Donc 5-1, moi tout à l'heure, quand je vous disais par exemple que j'ai un côté éternel étudiante où je vais toujours aller chercher un maximum d'informations, me renseigner sur un sujet qui m'intéresse, etc. C'est ça. Ensuite, vous avez la croix d'incarnation qui est plutôt la mission de vie. Vous avez ensuite les émotions d'alerte, ce qui s'appelle la signature et le non-soi. On va y revenir aussi juste après et encore pas mal d'informations puisque le Human Design, voilà, ça va jusqu'à votre manière
de digérer, la meilleure manière pour vous de manger, le meilleur environnement, enfin l'environnement dans lequel vous vous sentirez le mieux. Euh, voilà, c'est vraiment ultra complet. Et encore là, on est aux bases du Human Design. Maintenant, je veux quand même un petit peu démystifier la chose. Alors déjà, il n'y a pas besoin d'être spirituel pour s'intéresser à son Human Design. Il n'y a pas besoin de faire du yoga et de manger des jus verts pour s'intéresser au Human Design. Bien sûr, je schématise et je stéréotype, mais voilà, juste pour que vous compreniez, c'est un outil qui est juste incroyable et je vous assure que si tout le monde pouvait connaître au moins les bases de son Human Design, ça serait juste incroyable. Et je pense que beaucoup de gens se sentiraient potentiellement beaucoup mieux. Et parce qu'en fait, le Human Design, il y a 99% des gens qui vont avoir besoin de connaître uniquement justement leur type, leur stratégie, leur autorité intérieure. Rien que ça, en fait, et les thèmes, les émotions d'alerte, la signature et le non-soi. Si tout le monde connaissait rien que ça, en fait, et l'expérimentait, beaucoup de gens et l'équilibre, même entre les hommes, voilà, je pense, s'emporterait beaucoup mieux. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment accessible à tous. Sur la base. Après, pour ceux qui veulent creuser, aller beaucoup plus loin, oui, ça prendra du temps, oui, ça demande de se former, de chercher des connaissances, etc. Mais voilà, pour la plupart des gens, juste connaître les éléments de base déjà peut être vraiment quelque chose qui peut voilà, vous permettre de mieux vous connaître d'une manière très rapide, en fait. C'est comme un petit peu un mode d'emploi, un GPS de vous-même, qui peut vraiment vous être hyper utile et vous enlever, comme j'ai dit, certaines résistances et vous permettre d'avoir vraiment une plus grande fluidité, en fait, dans votre vie. Alors, le type en Human Design, je vous ai dit, c'est la première chose qu'on va regarder. Il y a 4 types d'humains en Human Design. Donc, soit vous allez être générateur ou générateur manifesteur, on les met dans la même catégorie, je vais y revenir après. Donc ça, on les appelle les bâtisseurs de l'humanité. Ils représentent 70% de la population, donc c'est les plus nombreux, c'est dans cet ordre-là que je les ai mis. 37% pour les générateurs et 33% pour les manifesteurs générateurs. On va revenir en détail juste après sur chacun des types. Ensuite, majoritairement, on a ensuite les projecteurs. Eux, on les appelle les guides ou les conseillers de l'humanité, ils représentent 20% à peu près de la population. Les manifesteurs, qui sont les initiateurs, ceux qui vont lancer des choses, ils sont à peu près 10% de la population. Les réflecteurs, qu'on appelle les échantillonneurs, eux, sont moins de 1% de la population. Donc, ils sont plus rares. Mais attention, en Human Design, il n'y a pas un type ou un profil ou quoi que ce soit qui sera meilleur que l'autre. On a tous une utilité. Et surtout aussi, quelque chose d'hyper important que je veux vous dire, c'est que le Human Design ne vous met pas dans des cases, d'accord? Donc, s'il y a des choses pour lesquelles vous vous reconnaissez, c'est génial. S'il y a des clés qui vous intéressent, qui vous parlent, c'est génial. S'il y a des choses qui vous parlent pas du tout, en fait, laissez de côté. Peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que, voilà, avec l'expérience, avec l'avancement sur votre chemin de vie, peut-être que ça viendra jamais. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir cet outil-là qui est incroyable, mais ce soit quelque chose qui vous facilite la vie, qui vous fluidifie et pas qui vous complexifie. Donc vraiment, ça c'est un conseil, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et surtout, encore plus parce que vous allez voir qu'en fait, le Human Design va beaucoup nous ramener à notre vraie nature et au corps euh, et, euh, et, et nous déconditionner justement de penser avec notre tête. De réfléchir avec notre tête, de prendre des décisions avec notre tête. Donc notre tête, elle est faite pour plein d'autres choses, mais l'idée, c'est aussi de revenir à soi, de revenir à la nature, de revenir à ce qu'on ressent, à notre intuition, si je puis dire. Et donc c'est pareil, en fait, même dans votre appréhension du Human Design, il faut vraiment aussi sentir, j'allais dire tout simplement, les choses et ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Alors, on va commencer donc par le type le plus fréquent, donc le générateur. Donc c'est probable. D'ailleurs, le 1er décembre, sur les personnes qui étaient là, il y avait une majorité de générateurs. En plus, c'était vraiment hyper bien respecté. Il y avait une majorité de générateurs. Ensuite, il y avait des générateurs manifesteurs, quelques projecteurs et aucun réflecteur. Et en fait, ça représente exactement la proportion, tout simplement, des êtres qui sont sur Terre par rapport voilà, à la proportion des types qui existent. Je vois juste un petit peu.
Alors, n'hésitez pas à prendre des notes surtout. Hyper important, même si là c'est le replay, vous pouvez aussi mettre pause ou revenir en arrière. Alors, le générateur, on dit qu'il a une aura. Donc, l'aura, c'est vraiment ce que vous allez dégager, c'est votre magnétisme, c'est votre énergie. L'aura, on dit qu'elle est à peu près 2 mètres autour de nous. Donc, quand vous rentrez dans une pièce, voilà, vous pouvez impacter à peu près 2 mètres autour de vous, sachant que c'est quelque chose, voilà, que les gens peuvent travailler des fois. Je crois que c'est Bouddha qui a une aura, je crois, qui va jusqu'à 17 mètres à vérifier, mais c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se travailler, mais voilà, c'est ça l'aura, c'est vraiment ce que vous dégagez, quelle est l'impression que vous allez faire aux gens quand ils vont être en votre présence, même sans parler, sans rien faire. Donc le générateur, on dit qu'il a une aura ouverte et enveloppante. Donc c'est une énergie qui est vraiment forte. Quand il rentre dans une pièce, voilà, il va recouvrir les autres. En fait, c'est vraiment ça. Euh, voilà, il va recouvrir les autres de son aura et il va pouvoir aussi laisser les autres pénétrer dans son aura. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est ouvert, j'allais dire, dans les deux côtés. Le générateur est le type qui a l'énergie la plus grande. D'accord? Il a un réservoir d'énergie du matin, dès lors qu'il se lève, jusqu'au soir, au moment où il va se coucher, qui est vraiment au maximum. Euh, il a même cette énergie qui va pouvoir se renouveler au fur et à mesure de la journée. Donc, l'énergie vient du sacral. Donc, le sacral, on peut dire que c'est au niveau du ventre, au niveau des tripes. Donc, pour le générateur, l'énergie vient d'ici. Et en fait, il aura une jauge d'énergie, comme je vous ai dit, incroyable dès lors qu'il va faire ce qu'il aime, ce qui le passionne, ce qui le met en joie. Ça, c'est vraiment une des clés pour le générateur. Un générateur qui est fatigué, qui a pas d'énergie, qui est pas bien, c'est que il fait pas suffisamment les choses qu'il aime. Et ça va être vraiment une clé pour le générateur. C'est vraiment d'aller faire ce qu'il aime, d'aller faire ce qui le passionne, ce qui lui donne envie, même si ce n'est pas ce qu'il doit faire, puisque là, on est dans le conditionnement. Donc, c'est ça des fois qui est difficile pour un générateur, c'est que il faut avoir une sorte d'égoïsme éclairé, j'allais dire. Et la phrase, bah, aide-toi, le ciel t'aidera, ou alors pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Ça, c'est des choses qui collent très très bien au générateur. Donc vraiment hyper important. Le générateur aussi, c'est pas quelqu'un à qui on va pouvoir donner des heures de lever, des heures de coucher. Même pour des enfants. D'accord? Là, je vous parle vraiment même pour des enfants. On peut pas dire à un générateur, OK, bah, même à un enfant, tu te couches à 20 heures. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à 20 heures, s'il a encore de l'énergie, s'il a encore envie de faire quelque chose, il vaut mieux pour un générateur qu'il le fasse. Voilà, la dernière chose qu'il a envie de faire, qui lui fait plaisir, ça peut être aussi bien aller faire un jogging que regarder une série à la télé, que de lire un petit peu, que de faire la vaisselle. Peu importe s'il a encore envie de faire quelque chose et qu'il a encore cette énergie-là, il vaut mieux qu'il fasse quelque chose qui se couche un petit peu plus tard, plutôt que de se coucher en ayant sa jauge d'énergie qui n'est pas épuisée et où là, il va tourner dans son lit, il va tourner, ça va mal se passer, il va sûrement très mal dormir, il va gêner aussi. S'il dort avec quelqu'un, il va gêner aussi la personne avec qui il dort. Donc ça, voilà, pour un générateur, c'est vraiment ça. Jauge d'énergie qu'il faut épuiser tout au long de la journée, pas de règles au niveau du coucher, etc., etc., etc. Et aussi, euh, c'est les seuls, les générateurs qui ont, mince, j'ai perdu le mot, mais ouais, qui peuvent qui peuvent même augmenter, se régénérer, c'est pas le mot que je cherche, mais qui peuvent augmenter même leur niveau de vie. C'est-à-dire qu'un générateur qui va faire vraiment ce qui le passionne, qui sera toujours en joie, qui sera toujours bien, il peut augmenter tout simplement son espérance de vie euh, en étant dans sa vraie nature qui est celle-ci. Alors, le non-soi, c'est hyper important. Le non-soi, c'est le sentiment d'alerte que vous allez ressentir quand vous êtes loin de votre nature profonde, quand vous êtes en déconditionnement, voilà, quand vous n'êtes pas vous-même dans votre vraie nature. Et là, vous allez ressentir de la frustration. Donc, si vous êtes générateur et que vous ressentez régulièrement de la frustration, c'est que régulièrement, vous ne faites pas ce qui vous met en joie. C'est aussi peut-être que vous prenez des décisions qui ne sont pas prises avec votre stratégie, avec votre autorité intérieure. Donc ça, l'autorité intérieure, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ou alors aussi que vous faites pas les choses avec la stratégie qui est la bonne pour vous.
Donc, la stratégie pour un générateur, c'est de répondre à la vie, encore une fois, en faisant ce qui les met en joie. Donc, ça veut dire quoi? Répondre à la vie, ça veut dire, ce qui est important pour un générateur, c'est de faire les choses qu'il aime et de se rendre disponible régulièrement pour les opportunités ou les choses qui vont se présenter à lui. C'est-à-dire, il faut être un petit peu, il y a une image où on dit générateur, il doit être un peu comme un Bouddha au bord d'une rivière, à observer, à être disponible, à observer les choses qui passent devant lui et à prendre ce qui va lui plaire, ce qui va lui parler, ce qui va, voilà, lui donner super envie de le faire, le mettre en joie, etc. Donc ça, c'est la manière de répondre à la vie pour un générateur. Et donc, quand il ressent de la frustration, c'est qu'il y a quelque part ou quelque chose qu'il a fait dans lequel il ne s'est pas respecté. Donc ça, c'est vraiment un sentiment maintenant qu'il va falloir observer. Puisque quand vous allez ressentir ça, si vous êtes générateur, ce qu'il faudra faire, en fait, c'est découdre un petit peu ce qui vient de se passer, revenir en arrière et, OK, voir à quel moment vous n'êtes pas respecté. Ah, OK, bah là, j'ai dit oui à Manon pour l'accompagner, voilà, faire ses courses de Noël, alors qu'en fait, j'en avais pas du tout envie. D'accord? Là, vous avez fait quelque chose qui ne vous donnait pas envie, qui ne vous mettait pas en joie. Eh ben, un générateur, ça, c'est voilà, vraiment, voilà, tout de suite, bah, ça, il va pas être bien en fait en faisant ça. Et même en accompagnant votre ami, même peut-être que vous risquez à un moment donné d'être désagréable, alors d'être désagréable en rentrant avec votre famille, si vous avez réussi à vous contenir avec Manon. Donc voilà, ça c'est vraiment le sentiment que vous pouvez repérer quand vous n'êtes pas dans votre vraie nature. Pareil, en fait, dans les choses que vous avez vécues dans votre vie, les choses qui ne se sont pas bien passées, vous pouvez aussi un petit peu essayer de découdre et avec le recul, de voir comment ça s'était passé et voir si oui ou non vous aviez respecté votre énergie, votre stratégie et l'autorité intérieure qu'on verra un petit peu plus tard. À l'inverse, un générateur, quand il est dans la satisfaction, là, c'est qu'il vit dans sa pleine nature. C'est vraiment le sentiment, en fait, avec lequel il devrait vivre en permanence. Un générateur, c'est la satisfaction. Donc, quelques clés ici pour vous. Donc, vivez de vos passions. Connaissez vos limites personnelles et faites-les respecter. Ce que je veux dire par là, c'est que un générateur, comme il a énormément d'énergie, et comme voilà, les gens le voient, etc., les gens aussi ont tendance à demander beaucoup, beaucoup, beaucoup au générateur. Et le générateur aussi a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à dire non. D'accord? Donc ça, c'est aussi une des choses que doit apprendre un générateur, c'est-à-dire à savoir dire non. Donc c'est vraiment important pour vous aussi de connaître vos limites personnelles et de les faire respecter, ce qui passe entre autres par le fait de savoir dire non. Et aussi un générateur, voilà, pour savoir si vous avez encore du mal à savoir, OK, est-ce que je suis bien ou pas, c'est posez-vous régulièrement la question, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait dans mon travail? Est-ce que je suis satisfait dans cette relation? Est-ce que je suis satisfait dans le week-end que je programme, que je projette, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des clés pour les générateurs. Le générateur manifesteur, donc c'est quasiment tout comme le générateur, sauf que en plus, il va être multitâche. Le générateur manifesteur, il peut toucher à tout, là où le générateur est assez monotâche et va aller au bout des choses. Le générateur manifesteur, il touche à tout et il va pas nécessairement au bout des choses. Et je voulais vous dire autre chose tout à l'heure sur le générateur manifesteur, quand je parlais du générateur. C'est pas grave, ça m'est passé, mais globalement, un générateur manifesteur, voilà, au niveau de ces éléments-là, va être comme un générateur. Ah oui, si, c'était au niveau de la stratégie, voilà, de répondre à la vie. Le générateur manifesteur, des fois, a tendance à se prendre pour un manifesteur. Le manifesteur, lui, il est là pour initier, pour lancer des choses, pour créer. Et très souvent, le générateur manifesteur, même s'il a un petit côté manifesteur, tombe beaucoup du côté du manifesteur et donc va beaucoup vouloir initier des choses, lancer des choses par lui-même. Et là, il est dans du non-soi puisque il est que générateur manifesteur. Encore une fois, il y a aucun degré de mieux, de pas bien. Il y a pas de classement hiérarchique, mais voilà, il faut pareil qu'il réponde à la vie en faisant ce qu'il met en joie et donc non pas qu'il aille initier des choses. Donc pareil, il est là, il fait ce qu'il aime, il est disponible et quand il a des opportunités. Donc les opportunités, ça vient comment? Ça peut être une publicité que je vais voir sur Instagram, ça peut être une discussion que j'ai avec un ami, ça peut être, bah tiens, ça fait 3 fois
10 fois, 15 fois, 20 fois que le Mexique ressort dans plein de choses que je regarde. Tiens, est-ce que ça, c'est quelque chose, voilà, c'est répondre à quelque chose que la vie vous met devant vous. Donc voilà pour le générateur et le générateur manifesteur. Ensuite, on a les projecteurs, donc qui eux sont 20% de la population. Alors, il existe trois types de projecteurs, donc il y aura peut-être des nuances dans ce que je vais vous dire selon le projecteur que vous pouvez être, mais globalement, un projecteur, donc il est comme ça, on dit qu'il a une aura qui est focus et absorbante, donc il va vraiment se concentrer sur les personnes qui vont être en sa présence et il va les absorber, c'est-à-dire que c'est une éponge en fait. D'accord? Le projecteur, c'est une vraie éponge. Il va absorber voilà, les gens en face d'eux et il va les sentir en fait. Voilà, c'est vraiment ça, il va les sentir. Donc l'aura, elle est pénétrante et elle est très puissante, bah, tout simplement parce qu'il arrive à quelque part à rentrer dans les autres. Donc voilà un petit peu pour l'aura du projecteur. Le projecteur, lui, il va avoir une énergie qui est fluctuante, d'accord? On dit qu'un projecteur, il va travailler 3 à 4 heures par jour et c'est très bien ainsi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes encore, ça veut pas du tout dire que vous êtes par exemple plus faible ou tout ça. C'est juste que votre énergie, elle n'est pas la même. Vous n'avez pas accès à la même jauge d'énergie qu'un manifesteur ou un manifesteur générateur et qu'il va vous falloir régulièrement des pauses dans votre journée. Quoi que vous fassiez, d'accord? Quand je dis il travaille, c'est pas forcément un travail euh, travailler. Ça peut être tout simplement n'importe quelle activité que vous faites. Un projecteur, il a besoin de se reposer régulièrement, de travailler en fractionné, ça c'est hyper important, et même régulièrement de faire des pauses allongées, vraiment avec la position allongée. Ça aussi c'est vraiment important pour un projecteur. Ça peut être simplement soit faire une sieste, mais pas forcément sinon de dormir, mais simplement de se reposer en lisant un livre, en ne faisant rien, en méditant, en regardant la télé, peu importe, mais d'être allongé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de projecteurs. Alors, moi, quand j'ai des projecteurs en lecture de Human Design, ben souvent, en fait, ils sont soulagés de voir et de comprendre leur fonctionnement énergétique, parce que beaucoup, souvent, ne se trouvaient pas ou ne se sentaient pas normal. J'en ai même certains. Alors, un projecteur peut aller facilement au burn-out parce que bah, on est dans une société où il y a majoritairement donc des projecteurs, des manifesteurs et des manifesteurs. Pardon, des générateurs et des manifesteurs générateurs. Ceux qu'on a vu avant qui ont beaucoup d'énergie. Donc, le projecteur, eux, ils sont 70%. Les projecteurs, ils sont 20%. Donc, eux, ils ont moins d'énergie. Du moins, ils ont une énergie qui est différente. Mais ils sont entourés de ces personnes-là. Donc, ils peuvent se dire, en fait, mais moi, je suis pas normale, mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire tout ce qu'il fait, à être tout le temps tac, 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 tac. Donc, c'est comme ça que le projecteur, voilà, peut arriver au burn-out. Parce que clairement, un projecteur, par exemple, n'est pas du tout fait pour travailler de 8 heures à 17 heures tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui est, voilà, pas terrible pour un projecteur. Ou alors, voilà, il faut vraiment qu'il arrive à avoir des temps de pause, des temps aussi où il peut s'isoler. Parce que du coup, en fait, les projecteurs, donc, au-delà d'avoir cette énergie qui est fluctuante, comme je vous ai dit, ils absorbent toute l'énergie des gens qui sont autour d'eux. Donc, en fait, c'est doublement fatigant, d'accord? Parce qu'ils absorbent toutes les auras des générateurs, de générateurs manifesteurs. Ils prennent plein d'énergie, plein d'émotions, etc., qui ne sont pas les leurs. Donc, voilà comment fonctionne un projecteur. Par contre, même s'ils travaillent moins que les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être aussi efficaces. Parce que un projecteur qui va travailler 3 heures peut être aussi efficace qu'un manifesteur générateur qui va travailler 8 heures, qui lui va aller dans tous les sens, il va se disperser, il va pas finir les choses, et puis aussi il veut aller trop vite, donc des fois il doit revenir sur ses tâches, etc. Un projecteur, lui par contre, en général, il est super carré, organisé, il sait exactement où il doit aller, où il veut aller, et donc voilà, en 3 heures, un projecteur est très efficient. La stratégie d'un projecteur, ça va être d'être reconnu et d'attendre une invitation à faire quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Ça, c'est vraiment hyper important. Euh, un projecteur qui est passionné de poterie. Il est passionné de poterie. Il lance je sais pas comment ça s'appelle, sa production de poterie. Et ben, il veut démarcher tous les magasins voilà, pour vendre ses poteries. Il veut démarcher voilà, tous les gens en direct pour parler, montrer ses poteries. Il y a des chances que ça fonctionne pas du tout. Alors que si eh bien, il ouvre une boutique où les gens peuvent venir le voir, faire sa poterie,
si il ouvre une page Instagram, une page Facebook où il se montre, il parle de sa passion pour la poterie, il montre vraiment sa compétence dans ce domaine-là, ses talents, il montre tout simplement les productions qu'il réalise, etc. Et il en parle avec le cœur et que les gens le reconnaissent. Oh waouh, lui c'est un artisan incroyable, etc., etc. Tiens, écoute, moi et tout, j'ai une boutique. Écoute, je pourrais vendre des produits peut-être de cette personne-là. Voilà, c'est uniquement dès lors que vous allez être reconnu pour une spécialité dans votre domaine et que les gens vont venir vous donner une invitation que ça va fonctionner pour vous. Donc, il faut être en gros plus patient et il faut vous montrer. Vous êtes fait pour être vu. Un projecteur est fait pour être vu et ensuite vous allez être reconnu et là, vous allez devoir attendre l'invitation. Ça s'explique pas, c'est une question d'aura. D'accord? Il n'y a pas à dire. Et moi, par exemple, dans le MLM, dans le MLM, on dit, voilà, par exemple, tu représentes des huiles essentielles, par exemple. Eh bien, écoute, voilà, tes huiles essentielles, va en parler à tes proches. Hop, frappe aux portes, appelle-les. Quand tu vas chez eux, ramène, voilà, tes huiles essentielles, montre ton diffuseur, là, hein, je sais pas quoi, et tu leur en parles. Mais en fait, ça, par exemple, ça va marcher pour un générateur ou un générateur manifesteur, mais pas pour un projecteur. Le projecteur, ça va être mieux pour lui qu'il lance un blog sur les huiles essentielles ou une page Facebook, qu'il en parle, qui donne effectivement, voilà, qu'il explique ce que ça va apporter aux gens, qu'il explique qu'est-ce que c'est que les huiles essentielles, comment c'est créé, pourquoi c'est intéressant, non, 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 non. Et à force de le voir et de voir, voilà, à quel point il est compétent dans ce domaine, à quel point il connaît son produit et ses informations, les gens vont venir lui demander d'acheter ses produits. Voilà, c'est vraiment comme ça que doit fonctionner un générateur. Et le thème du non-soi pour un générateur, donc le sentiment d'alerte qui doit dire ah là je suis pas dans ma vraie nature, c'est l'amertume. D'accord? Donc pareil, si vous êtes projecteur et à partir du moment où vous ressentez de l'amertume, voilà, revoyez, ok, d'où est-ce que c'est parti, où est-ce que vous ne vous êtes pas respecté, peut-être que vous êtes allé directement au frontal pour proposer un projet, peut-être que voilà, voilà, vous travaillez non-stop toute la journée au lieu de vous reposer un petit peu, etc. Donc voilà, vraiment, projecteur, décontracté. Vous êtes les guides, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de patienter euh, pour avoir les opportunités, mais patienter, pas sans rien faire, pas juste en restant sur votre canapé en attendant. Rendez-vous visible, faites en sorte d'être visible. Et ensuite, voilà, la réussite va venir à vous. Et la réussite, justement, c'est vraiment la signature, on appelle ça du projecteur, c'est vraiment à l'inverse de l'amertume, le sentiment que vous devez ressentir quand vous êtes en plein, plein, plein dans votre nature. Donc, les clés pour le projecteur, voilà, ça, je vous en ai déjà parlé. Vous avez besoin vraiment, vous, de comprendre l'autre. Donc, régulièrement, vous avez besoin de savoir euh, qui es-tu, toi qui es en face de moi. Voilà, vous avez vraiment besoin de comprendre ça. Euh, la chance que vous avez par rapport à ça, c'est que vous êtes vraiment, vous lisez vraiment l'énergie des gens. Vous êtes un vrai guide d'ailleurs par rapport à ça, hein. Si les gens, encore une fois, peuvent vous demander voilà, des conseils énormément et vous êtes un excellent guide, un excellent conseiller, encore une fois, à condition quand vous êtes demandé voilà, des conseils ou de guider, pas si vous-même vous allez directement dire à la personne, tiens, j'ai remarqué ça chez toi, là encore une fois, ça va pas fonctionner. Et enfin, le projecteur a besoin vraiment d'avoir beaucoup de temps de décharge seul, comme je vous l'ai expliqué, le fonctionnement de votre énergie, mais également le fait que vous absorbiez énormément les énergies des autres. Vous avez vraiment besoin de temps de décharge seul. Et je vais aller plus loin en disant que idéalement, si vous êtes projecteur, comme la plupart des types en fait, mais c'est vraiment important pour vous de dormir même seul. Donc, même si vous êtes en couple, l'idéal pour vous, vous passez la soirée avec votre chéri, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ensuite, c'est vraiment de dormir seul si vous en avez la possibilité, ça c'est vraiment important pour vous. Parce qu'admettons, en plus, si vous êtes en couple avec un générateur ou un générateur manifesteur, qui même quand il dort, continue à dégager énormément, énormément d'énergie, c'est quelque chose voilà, qui va vraiment vous pomper de l'énergie. Ensuite, on a le manifesteur, donc là, à peu près 10% de la population. Excusez-moi. Donc, les manifesteurs ont, eux,
sont là pour initier des choses, d'accord? Pour lancer des choses, c'est les lanceurs d'idées, les lanceurs de projets. Très souvent d'ailleurs, ils sont incompris des autres puisque justement, ils lancent des idées complètement novatrices, d'accord? C'est à partir d'eux que toutes les nouvelles idées sont lancées. Donc, ils sont pas forcément toujours bien reçus de tout le monde. Ils ont une aura qui est assez froide, qui est fermée et repoussante, on dit. Mais en fait, mais elle est par contre très puissante et ultra impactante. Et pourquoi cette aura, elle est fermée et repoussante? En fait, justement parce que c'est leur bouclier, c'est leur protection, afin qu'ils puissent justement mener ces actions d'initier le plus tranquillement possible, puisque eux, c'est de eux que partent les choses, les nouvelles idées, les nouveaux projets, etc. Mais comme je vous ai dit, comme c'est des choses complètement novatrices, très souvent, c'est d'abord rejeté par les gens. Et donc, finalement, c'est un bouclier pour eux d'avoir cette aura fermée et repoussante afin justement que les gens viennent pas trop leur rentrer dedans, si je puis dire ainsi. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être quelqu'un de chaleureux si vous êtes manifesteur, d'accord? Encore une fois, voilà, je mets juste des pincettes, voilà, par rapport à ça. Également, vous avez une aura qui est ultra puissante et impactante. Typiquement, un manifesteur, c'est la personne où voilà, vous êtes plein dans une pièce, une réunion, un repas de famille, n'importe quoi. Il y a un manifesteur et le manifesteur, à un moment donné, se lève. Il a besoin d'aller passer un coup de fil, par exemple. Il se lève, il sort de la pièce où il sort de table. Oh, tout le monde va s'arrêter. Tout le monde va dire, mais il est passé où? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde, il va y avoir comme un malaise, en fait. Et les gens vont pas être bien. Euh, Parce que voilà, c'est comme ça. Le manifesteur a une aura qui est ultra, ultra, ultra impactante vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on dit que la stratégie d'un manifesteur, en fait, ça va être d'informer avant d'agir. Alors, informer, non pas pour demander la permission aux gens, mais pour vraiment prévenir de ce qu'il va faire. Donc, par exemple, s'il doit quitter cette réunion pour aller passer son coup de fil, le manifesteur, ça serait bien qu'il dise d'abord, excusez-moi, j'en ai pour 5 minutes, je dois aller passer un coup de fil. Ensuite, il le fait, il ne demande pas la permission. Ensuite, il va le faire. Et là, les gens, OK, c'est bon, ça va bien se passer. On sait que là, il est parti parce qu'il a un coup de fil à passer et qu'il va revenir. Encore une fois, il n'y a pas d'explication, c'est l'aura qui est comme ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme impact sur les autres, aussi bien d'un point de vue énergie, mais aussi sur la vie, puisque voilà, c'est lui qui va aussi initier des choses. L'énergie d'un manifesteur, elle fonctionne par pic. Elle est fluctuante, mais par pic. C'est-à-dire que le projecteur, elle est fluctuante, mais malgré tout, les journées, c'est assez régulier. Il doit régulièrement se reposer, etc. Un manifesteur, il peut avoir, par exemple, l'énergie d'un générateur manifesteur ou d'un générateur pendant un mois. Justement, quand il a une nouvelle idée, un nouveau projet, tac, 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 il est en train de le monter, de le mener à bien. Et puis, quand il aura lancé ce projet-là et suite qu'il aura délégué, puisque vraiment un manifesteur, c'est ça, il lance le projet, il l'initie, ensuite il va le déléguer souvent à un manifesteur, à un générateur ou à un générateur manifesteur qui, eux, vont faire les choses. Là, une fois qu'il aura lancé ce projet-là, il est capable, pareil, d'être 2 semaines, 3 semaines, un mois, avec pas trop d'énergie, à se reposer, etc., jusqu'au moment où il aura une nouvelle idée, un nouveau projet, et que là, paf, son pic d'énergie va remonter au maximum. Le non-soi pour un manifesteur, c'est de ressentir de la colère. Donc pareil, c'est un sentiment d'alerte. Ça doit être vraiment comme ting, 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 une cloche qui doit vous dire, OK, attention, là tu ressens ça, qu'est-ce que tu as fait dans lequel tu t'es pas respecté? Et à l'inverse, donc la signature du manifesteur, c'est la paix. Quand le manifesteur ressent de la paix, c'est qu'il est en total alignement. Donc, le manifesteur, c'est vraiment important pour vous de prendre l'initiative. Vous êtes là pour ça. Mais très souvent, vous avez pu être conditionné et réfréné par la société, même par les parents. Encore une fois, d'une manière qui n'était pas volontaire. Les parents ne savaient pas forcément que c'était ce qui est bien pour vous. Mais en fait, quand on est, on sait très bien ce qui est bon pour nous. Quand on est enfant, on le sait encore. Mais encore une fois, après, on est conditionné. Un manifesteur, c'est vrai qu'il peut être vraiment fortement conditionné. Et surtout là-dessus, à en perdre en fait euh, l'envie ou le sentiment de savoir qui doit initier parce que pour vous protéger, souvent vos parents, voilà, un enfant manifesteur, c'est un enfant
hop, qui va vouloir traverser complètement de l'autre côté de la rue parce qu'il a vu un truc et qu'il a besoin d'aller le voir. Donc forcément, vos parents vous disent eh, non, mais il faut pas faire ça, etc., etc., etc. Pareil, ah mais tu peux pas prendre la parole comme ça, mais tu peux pas faire ci comme ça, etc. Et donc souvent les manifestants sont énormément conditionnés et ont oublié qu'ils étaient là pour prendre l'initiative. Donc prenez l'initiative, informez dans le sens avertissez les gens de ce que vous faites et demandez-vous régulièrement quel impact est-ce que j'ai sur les autres, voilà, pour bien vous en rendre compte parce que vous avez un réel impact sur les autres. Et enfin, on a les réflecteurs, donc ils sont moins de 1% de la population. Donc le réflecteur, on va regarder après les chartes, mais le réflecteur, c'est le seul qui a tous ses centres, les formes géographiques, les 9 complètement blanches. On dit que le réflecteur a une aura qui est échantillonnante, c'est-à-dire que le réflecteur, pour lui, l'environnement est ultra important, puisque selon l'environnement dans lequel il se trouve, donc c'est à la fois le lieu, c'est les personnes en sa présence, etc., il va il va refléter, c'est un miroir. Réflecteur, c'est un miroir. Il va refléter tout ça, en fait, et il va échantillonner, il va prendre un peu de tout le monde, en fait, et c'est ce qui va être. Donc, il est aussi très changeant, du coup, puisque selon l'environnement dans lequel il va changer. Donc, des fois, on peut le trouver peut-être lunatique, peut-être hypocrite, parce que, ah, bah, tiens, il était comme ça avec moi, là, il est complètement comme ça avec lui, mais c'est bizarre, etc. Non, d'accord? Il est fait comme ça. Et au contraire, quand vous êtes en présence de lui, vous avez beaucoup à apprendre de lui, puisqu'il vous reflète, c'est votre miroir. Donc, ce qui va vous rejeter, particulièrement le réflecteur, c'est qui vous êtes. Donc, c'est ultra intéressant pour un non-réflecteur en présence d'un réflecteur d'apprendre de lui. Donc, l'énergie est très changeante. C'est le seul être lunaire, d'accord? Il va fonctionner selon le cycle lunaire pour prendre des décisions, mais également pour son énergie. Donc, pour un réflecteur, ça va être ultra important de connaître les cycles de la Lune et même de noter dans un carnet, donc pendant plusieurs mois, premier jour après la nouvelle Lune, deuxième jour, troisième jour, hein, jusqu'à la pleine Lune. Voilà, un petit peu comment il est, comment il se sent, justement pour savoir à quel moment du cycle il est comme ça, à quel moment du cycle il est comme ça. Donc la stratégie pour un réflecteur, notamment pour prendre des décisions, ça va être tout le temps d'attendre la fin d'un cycle lunaire. Donc le réflecteur doit être un peu plus patient et surtout pas prendre des décisions à la va-vite. Et si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont réflecteurs, pour vous, ça va être aussi important pour le respecter de ne pas le presser. Et donc, le réflecteur, le sentiment du non-soi, c'est la déception. Donc, si vous êtes déçu, ce n'est pas bon. Et à l'inverse, la signature d'un réflecteur, c'est la surprise. C'est quelqu'un qui aime être toujours dans la surprise, dans la découverte, etc. Donc, les clés pour vous, c'est d'accepter, de vous accepter vous-même tel que vous êtes, de vous autoriser à changer, à être différent chaque jour et donc de connaître vos cycles lunaires. Alors, on va maintenant passer aux autorités intérieures. Donc ça, c'est un deuxième volet qui est ultra important, les autorités intérieures. Donc il en existe 7. Là, je vais juste vous les citer et en fait, ça fera l'objet de la première partie de la deuxième masterclass, donc qui aura lieu le premier jeudi du mois de janvier 2022. Donc, il y en a 7 en tout. L'autorité intérieure, donc c'est Inner Authority, si vous allez sur les sites en anglais, dans le résumé de votre Human Design. C'est tout simplement, hop, votre manière de prendre les décisions le plus en alignement possible avec vous-même. Il faut savoir que si on prend des décisions avec notre tête, ce qu'on nous a appris, et pas avec notre autorité intérieure ou avec une autorité intérieure qui n'est pas la nôtre, il est fort probable que vous allez avoir sur cette décision-là un retour de boomerang. Alors, ce que j'appelle un retour de boomerang, c'est que, je sais pas, moi, si vous décidez de vous associer avec une personne en ayant pris cette décision hors de votre autorité intérieure et que peut-être 6 mois après, ça ne se passe pas bien, c'est le retour de boomerang. D'accord? C'est-à-dire que cette personne-là, vous avez pris votre décision à la va-vite ou quoi que ce soit, ou dans du conditionnement, ou en ayant fait une colonne. Alors, les pour, les contre. Donc là, on est à fond dans le mental, les pour et les contre, et on n'est pas du tout en fait dans notre nature et dans notre être.
Et là, voilà, il y a des chances que voilà, l'autorité, que la décision, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas forcément hyper bien. Mais ça, on en parlera vraiment en détail dans la prochaine masterclass. Donc là, je vous en parle pas plus que ça pour le moment. Alors, la deuxième grosse partie que j'avais vraiment envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est donc les 9 centres énergétiques. Alors, les 9 centres énergétiques, donc c'est les 9 formes géométriques que vous voyez sur votre graphique. Donc, les couleurs, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, ça va être intéressant de repérer est-ce que c'est coloré ou est-ce que c'est blanc. Mais si c'est coloré en jaune, en marron ou en vert, ça par contre, on s'en fiche. Donc, je vous détaille un petit peu les centres. Il faut savoir que dans chaque centre en fait va représenter une partie du corps, mais va aussi représenter quelque chose en termes de direction, en termes de personnalité, etc. Et donc, voilà, je vous explique un petit peu. Donc, c'est aussi ces formes géométriques, c'est en fait c'est basé sur le système de croyance des chakras indiens. Sauf que les chakras indiens, pardon, il y en a 9 et que nous, en Human Design, on est sur 9 centres énergétiques puisqu'il y a eu une évolution de l'être humain il y a 2 siècles environ, et que les chakras indiens n'ont pas tenu compte de cette évolution et qui sont restés sur 9 centres, mais en Human Design, sur 7 centres, mais en Human Design, on est sur 9 centres. Alors, il y a le premier centre, le centre de la tête, donc au niveau des chakras indiens, ça s'appelle le chakra couronne. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui va toucher à l'inspiration, à la pression mentale, aux questions, aux doutes et aux confusions. Donc là, on est sur un centre de pression. Il y en a deux des centres de pression. Il y a la tête et la racine. Donc c'est les deux qui nous contiennent. Hein. Donc effectivement, c'est eux qui font la pression. Euh, on y reviendra un petit peu. Et au niveau, j'allais dire, biologique, c'est lié à la glande pinéale. Donc pareil, en fait, si par exemple, vous avez souvent, vous toussez très très souvent, ou vous avez très souvent des infections urinaires, là aussi, on peut faire le lien avec le Human Design. La toux, on a la gorge, les infections urinaires, on a le sacral ou même le plexus solaire qui peuvent expliquer ça. On peut aller voir de ce côté-là. Le plexus solaire, par exemple, c'est le centre de la conscience spirituelle, émotionnelle et sociale. C'est là où il y a tous les sentiments, où il y a les humeurs, où il y a la sensibilité, etc. Donc voilà, quelqu'un qui a régulièrement des infections urinaires, par exemple, on peut peut-être aller voir de ce côté-là. Donc ça aussi, c'est ultra intéressant. On a le centre de l'ajna. Donc là, on serait plus au niveau du troisième œil, au niveau des chakras indiens. Donc l'ajna, c'est plus la prise de conscience, la conceptualisation d'idées, les opinions, les concepts et les théories. Ensuite, donc la gorge, donc qui est liée au niveau biologique à la thyroïde, à la parathyroïde. Là aussi, souvent, il y a pas mal de choses de ce côté-là, éventuellement au niveau maladie chronique. Donc là, on est vraiment sur le centre de la communication, de la manifestation. Et ça va être intéressant si si vous avez la gorge activée, d'aller voir avec quoi elle est activée, avec quel autre centre, puisqu'en fait, c'est elle qui va manifester, par exemple, si vous avez l'ajna aussi d'activer, elle va aller manifester facilement vos concepts, vos théories, etc. Et si elle n'est pas colorée, on en parlera aussi, mais voilà, simplement, vous pouvez avoir plein de choses, mais des fois, voilà, avoir du mal à communiquer. Le centre G, hop, ici. Donc là, ça c'est le centre de l'amour, de l'identité, la direction. On dit que c'est un peu le GPS, c'est un peu notre GPS. C'est là où vous allez avoir aussi votre magnétisme et un niveau supérieur de conscience. Le cœur égo, c'est le monde matériel, c'est tout ce qui est lié également à l'argent. C'est aussi la confiance en vous, la volonté et l'ego également ici. Donc il y a aussi souvent pas mal de choses à travailler sur le cœur égo. C'est un des centres que j'aime le plus regarder. Le plexus solaire, je vous en ai parlé. Ensuite, on a le splénique. Le splénique, là, c'est vraiment la vie existentielle, la spontanéité, la santé, les valeurs, le bien-être qui sont représentés au splénique. Le sacral, ça va être la puissance de la fertilité, l'énergie vitale, la sexualité. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau du sacral. Et le racine, qui est le deuxième centre de pression. Donc là, c'est la pression des surrénales. Et pareil, c'est l'élan de vie et c'est aussi le stress. Alors, quand on dit le stress, c'est pas forcément le mauvais stress comme on entend souvent. Hein, c'est
le stress, c'est l'adrénaline qui va vous pousser à faire les choses. Voilà, c'est le stress qui va vous pousser à faire les choses. Alors, pourquoi je voulais vraiment vous parler des 9 centres? Parce que voilà, à part, oui, au début, ok, on regarde le type et tout ce qu'on a vu avant, et puis aussi souvent le profil, mais moi, ce que je regarde très vite sur un schéma, c'est les centres, puisque c'est là, en fait, où on va voir où est-ce que vous avez des manières fixes de faire, de penser, d'agir, ou alors là où vous avez aussi vos plus gros potentiels, et là aussi où vous avez le plus de possibilités, j'allais dire, d'être conditionné. Puisqu'en fait, si vous allez regarder votre schéma, alors je vais vous partager un autre écran, ça sera plus simple pour cet exemple-là. Je vais vous partager mon schéma. Hop, faut que je sorte juste du plein écran. Toc, 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 toc. Alors attendez, je cherche juste où il est. Je l'avais préparé, mais là, avec tout ce qui est ouvert, hop, il est là. Alors, hop, je recommence le partage. Excusez-moi, mais c'est vraiment important cette partie-là. Voilà. Donc, là, je vous ai mis mon bodygraph à moi, mais peu importe, c'est vraiment pour l'exemple. Donc, ce que je veux vous montrer à travers ça. Donc, ça, c'est mes 9 centres, d'accord. Donc, vous voyez qu'il y en a des colorés, tac. Il y en a des blancs. Et dans les blancs, même, il y en a qui ont des portes activées, donc avec un chiffre cerclé de noir. Et il y en a une là, ma tête, par exemple, où c'est blanc et il n'y a aucune porte activée. Alors, au niveau du vocabulaire, c'est la partie un petit peu là, il faut suivre, mais c'est ultra intéressant et c'est vraiment dans votre design, ça fait vraiment partie des choses à repérer. Donc, vous allez avoir les centres colorés, on dit que c'est les centres définis. Les centres blancs, ils sont non définis. Blanc, mais avec une porte ou plus, ou plusieurs, comme ici activés. Et les centres tout blancs sans aucune porte activée, on dit qu'ils sont ouverts. Donc, en fait, les centres définis, c'est là où vous avez une identité, où vous avez quelque chose qui est fixe dans votre manière de faire, de communiquer, de parler, d'interagir ou de penser. Donc là, voilà, vous allez avoir quelque chose d'assez fixe là-dedans. Les centres non définis, donc les blancs mais avec une porte activée. Par exemple, moi là, j'ai l'ajna qui est non défini. Euh, C'est-à-dire, je suis assez ouverte, d'accord? Vous allez être ouvert d'esprit là sur celui-ci là-dessus. Euh, mais ouvert, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous n'avez pas spécialement une manière fixe de faire, même si là, j'ai quand même une direction, puisque j'ai une porte activée, donc j'ai quand même une direction générale, mais euh, moi, je vais beaucoup m'inspirer, voilà, de l'extérieur. Je vais m'inspirer, mais je vais être conditionnée aussi. Je vais recevoir du conditionnement. Par exemple, quelqu'un qui a la gorge non définie, donc en blanc, il va pas avoir une manière fixe de communiquer. Il va vraiment pouvoir s'adapter extrêmement bien à ses interlocuteurs, recevoir l'influence de l'extérieur, être conditionné quelque part, être complètement différent selon les interlocuteurs qu'il a en face de lui. C'est quelqu'un qui va pouvoir euh, s'exprimer aussi bien s'il parle au président de la République que s'il parle à son voisin, qui va pouvoir prendre l'accent de quelqu'un s'il parle avec quelqu'un qui a un accent. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Donc, les centres ouverts et les centres non définis, donc c'est là où vous avez le plus de conditionnement possiblement. Donc, des fois, c'est là où il y a pas mal de travail. Mais aussi, c'est là, en fait, où vous avez une zone d'exploration qui est incroyable. C'est là où vous allez pouvoir expérimenter le plus possible parce que, voilà, vous êtes beaucoup plus ouvert. Encore une fois, il n'y a pas de choses fixes à ce niveau-là. Donc, voilà, moi, j'adore aller explorer les centres blancs qui soient ouverts ou simplement non définis. Mais ça, on y reviendra pareil de manière beaucoup plus poussée. Ensuite, on verra aussi toutes les portes à l'intérieur de ce schéma-là. Donc voilà pour aujourd'hui et pour cette masterclass. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc là forcément je vais pas faire les questions-réponses puisqu'encore une fois voilà j'ai réenregistré cette masterclass.
J'espère ne rien avoir oublié, mais de toute façon, voilà, on aura l'occasion de discuter lors des prochaines masterclass. Ce que je voulais vraiment vous dire qui est ultra aussi important, c'est que là, bah, pour vous le transmettre, je suis obligée de découper le human design. Ok, on voit le type, on voit l'autorité, on va voir le centre, on va voir les portes, on va voir les canaux, etc. Mais que le human design, ça se lit dans sa globalité, d'accord? Donc, des fois, il peut y avoir un élément qui va dire ça, et puis l'autre qui va contrebalancer, et puis là, il y a ça, et puis là, il a un centre ouvert, et puis là, il a cette autorité intérieure. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se voit dans sa globalité, mais pour l'apprendre, on est obligé de tout découper. Et il faut savoir aussi que des fois, au début, c'est pas évident. Il y a aussi beaucoup d'informations, mais qu'à un moment donné, tout ce puzzle-là, voilà, va se rassembler, va se mettre en place et que ce sera beaucoup plus compréhensible. Donc moi, ce que je vous conseille de faire déjà maintenant, parce que c'est ça aussi pourquoi je fais les masterclass une fois par mois, c'est pour vous laisser le temps entre chaque masterclass de revenir sur votre cas, puisque voilà, je vous conseille de vous étudier vous-même en premier. Donc, d'avoir toujours avec vous votre schéma d'Human Design quand voilà, vous assistez à une masterclass ou quand vous regardez mon contenu ou autre, au moins le vôtre, mais ça va être même génial, même si vous cumulez un maximum de chartes. Alors, au début, un maximum, ne serait-ce que la vôtre, puis celle de trois, quatre autres membres de votre famille ou de vos amis que vous connaissez très bien. Voilà, pour pouvoir voir justement un petit peu tout ce que je vous dis, ok, comprendre, noter des choses, etc. Ah, lui, il est comme ça, ah, moi, j'ai ça, etc., etc. Donc là, les premières choses que je vous conseille de faire, donc, c'est d'imprimer quelques chartes, de reprendre cette masterclass avec votre charte, de reprendre les éléments de votre type, de voir le fonctionnement de votre énergie et de l'expérimenter. C'est-à-dire que si vous êtes un projecteur et que vous ne vous reposiez jamais, essayez. Euh, de voir aussi un petit peu votre manière de prendre des décisions. Je regarde juste un petit peu, déjà rien que ça, le non-soi, voilà, de repérer, vous savez, le sentiment du non-soi, si vous vous sentez des fois en colère, en frustration, en amertume, en déception. Ok, essayez de lister ces moments-là et de revenir en arrière et d'identifier à quel moment vous vous êtes pas respecté pour pouvoir essayer de travailler sur ces schémas-là, de travailler sur des actions ou des décisions que vous prenez qui sont pas en accord avec vous-même afin d'essayer de supprimer ces choses-là de votre vie. OK? Donc déjà, voilà, si vous travaillez là-dessus, et ensuite, voilà, essayez de repérer et d'identifier, de nommer donc vos centres définis et non définis aussi pour la prochaine fois. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me faire un petit commentaire aussi. Vous pouvez m'envoyer des messages aussi en privé après avoir vu cette vidéo, voilà, pour me poser les questions que vous n'avez pas pu poser à la question session-réponse, question-réponse. Et puis voilà, en tout cas, moi, je suis ravie de vous partager tout ça. N'hésitez pas à partager aussi avec vos proches, ça les aide eux, ça m'aide moi également, tout simplement à pouvoir partager avec un maximum de personnes et éduquer un maximum de personnes dans ce domaine-là. Et puis, je vous dis, on se voit début janvier, voilà, pour la prochaine masterclass.